Bienvenue dans cette série estivale du podcast par le Petit Bout du Mythe, consacrée aux jeux dans l'Antiquité. Quand on pense au sport dans l'Antiquité, on pense souvent aux Jeux Olympiques, qui se déroulaient tous les 4 ans. Pourtant, ces jeux n'étaient pas les seuls dans l'Antiquité. Laissez-moi vous faire découvrir d'autres jeux, et surtout les mythes qui leur sont associés. Aujourd'hui, épisode 2 sur les Jeux panhelléniques, les Jeux Olympiques à Olympie. Comme leur nom l'indique, les Jeux Olympiques se déroulent à Olympie, un sanctuaire situé dans l'ouest du Péloponnèse, dans l'ancienne région d'Élide. Elle est assez éloignée du mont Olympe, que nous connaissons tous, et qui servait de frontière entre la Thessalie et la Macédoine antique. Nous sommes bien plus au sud. Mais revenons aux Jeux Olympiques eux-mêmes, et surtout à leur mythe fondateur. Et je parle bien des mythes au pluriel, tant les versions divergent selon les héros à mettre en avant. 3 mythes fondateurs principaux nous sont rappelés par les textes, sans s'exclure l'un l'autre. Le premier mythe fondateur est celui qui met en scène Pélops, ce personnage qui a donné son nom au Péloponnèse, c'est-à-dire l'île de Pélops. Il est le fils de Tantale, un supplicié enfermé au Tartare, baigné dans une eau qu'il ne peut boire, près de fruits qu'il ne peut manger. Et les auteurs ajoutent parfois un rocher en suspension au-dessus de sa tête. Mais nous aurons l'occasion de faire un point sur ce personnage plus tard. Pélops est un prince de Phrygie ou de Lydie, 2 régions présentes sur l'actuel sol de Turquie que l'on appelait alors Asie mineure. Le prince arrive jusqu'au territoire de Pise ou de Pisa, toujours en Élide, pour concourir et obtenir la main de la jeune Hippodamie, la fille du roi de Pise, Enomaos. L'auteur Apollodore nous donne le mythe en substance. Le roi de Pise, Enomaos, avait une fille, Hippodamie, et soit qu'il en fût amoureux, comme le disent certains, soit qu'un oracle lui avertit qu'il mourrait par la main de celui qui épouserait sa fille, aucun homme n'arrivait à l'obtenir pour femme. Le père ne pouvait la persuader de s'unir à lui, et les prétendants étaient par lui mis à mort, car il possédait des armes et des chevaux que lui avait donnés Arès, et il faisait de la main de sa fille l'enjeu d'une épreuve pour les prétendants. Le postulant devait prendre Hippodamie sur son propre char et fuir jusqu'à l'isthme de Corinthe. Enomaos, tout armé, le poursuivait alors. S'il le rattrapait, il le tuait. Si le fuyard n'était pas rejoint, Hippodamie devait être à lui. De cette façon, il avait déjà tué de nombreux prétendants, 12 selon certains. Il leur coupait la tête et la clouait sur sa maison. Pélops se présente donc, lui aussi, pour faire sa demande. Mais lorsqu'Hippodamie vit sa beauté, elle tomba amoureuse de lui. Elle persuade Myrtilos, fils d'Hermès, de l'aider. Myrtilos était l'écuyer ou le cocher d'Enomaos. Myrtilos donc, qui était amoureux d'elle et voulait lui faire plaisir, ne mit pas les clavettes des cieux au moyeu des roues et fit qu'Enomaos perdit la course et la vie, empêtré dans les rênes et traîné à mort. Selon certains toutefois, il fut tué par Pélops. En mourant, il maudit Myrtilos, dont il avait compris la machination, et forma le vœu qu'il périsse de la main de Pélops. Voilà pour l'essentiel du mythe. Laissons le poète Pindare poursuivre et arriver enfin à l'instauration des Jeux à Olympie. Dans sa première Olympique, éloge en l'honneur d'athlètes victorieux aux Jeux d'Olympie, il rappelle justement le mythe de Pélops, dont voici la fin. Pélops triompha d'Enomaos, et la Vierge vint en son lit. Il eut d'elle 6 fils, 6 princes aux vertus généreuses. Aujourd'hui, présent aux fêtes où coule le sang des victimes, il réside sur les rives de l'Alphée. Et les hôtes, qui se succèdent auprès du plus vénéré des autels, circulent autour de son tombeau. Partout va resplendir, grâce à la reine d'Olympie, la gloire de Pélops. Là se juge la vitesse des jambes et la hardiesse endurante de la force. Puis le vainqueur, toute sa vie, savoure le miel de la félicité. Les jeux, du moins, ont comblé ses vœux. Cette première version va donner à Pélops une aura importante, puisqu'il est souvent pris comme l'un des fondateurs des jeux, et certains auteurs considèrent même que ces jeux ont plusieurs points de départ. Une deuxième version met en avant le personnage fondateur parmi tous, Héraclès, l'Hercule des Romains.
Et soyons vigilants, car nous croiserons très vite un autre Héraclès, plus ancien. Pour ce héros même, il existe deux versions, l'une pacifiste, l'autre belliqueuse. Démarrons par la pacifiste, la plus ancienne dans l'histoire d'Héraclès. Il faut se replonger dans l'expédition des Argonautes, celle de Jason, de Médée, de la Toison d'Or. Tout cela est désormais du passé, et Diodore de Sicile nous présente un ultime événement dans sa bibliothèque historique. Au moment où les Argonautes allaient retourner dans leur pays, Héraclès leur proposa de s'engager tous par serment à se secourir mutuellement dans l'adversité. Il leur persuada de choisir le plus célèbre endroit de la Grèce pour y établir des jeux et pour y instituer une assemblée solennelle et de consacrer ces jeux au plus grand des dieux, à Zeus Olympien. Les Argonautes se jurèrent de l'alliance proposée et chargèrent Héraclès de l'institution des jeux. Héraclès choisit pour lieu de l'assemblée le pays des Éliens, près du fleuve Alphée. Et consacrant cette contrée riveraine au plus grand des dieux, il l'appela Olympie. Hercule institua des jeux hippiques et gymniques, régla tout ce qui les concernait et envoya des théors dans les villes pour inviter les habitants au spectacle des jeux. La réputation qu'il s'était acquise dans l'expédition des Argonautes fut augmentée par l'institution des Jeux olympiques. Il devint donc le plus célèbre de tous les Grecs. Et voilà donc un Héraclès fondateur et même faiseur d'alliances. C'est bien rare pour ce personnage, vu souvent comme un réel bourrin, affublé de sa lourde masse grossière. Et c'est un Héraclès aux antipodes de celui que nous venons de quitter qu'il faut retrouver. Bien après avoir réalisé ses travaux, Héraclès a quelques problèmes avec le roi Augias, celui-là même pour qui il a nettoyé les écuries en détournant le cours d'un fleuve, laissant à nouveau la parole au mythographe Apollodore. Héraclès entreprit une expédition contre Augias, après avoir réuni une armée d'Arcadiens et levé des volontaires parmi les héros grecs. Quand Augias apprit qu'Héraclès entrait en guerre contre lui, il mit à la tête des Éléens comme généraux Eurytos et Ctéatos, deux frères dont les corps ne faisaient qu'un et qui surpassaient en force tous les hommes de leur temps. Ils étaient fils de Molionée et d'Actor, mais on disait que leur père était Poséidon. Actor était un frère d'Augias. Or il advint qu'au cours de l'expédition, Héraclès tomba malade. Aussi conclut-il une trêve avec les Molionides, mais plus tard, informés de sa maladie, ils attaquent son armée et tuent beaucoup d'hommes. Sur le moment, Héraclès battit en retraite. Mais ensuite, à l'occasion des troisièmes Jeux ismiques, comme les Éléens avaient délégué les Molionides pour concélébrer les sacrifices, Héraclès leur tendit une embuscade à Cléonaï et les tua. Puis il marcha sur Élis et la prit. Il tua Augias et ses fils, ramena Philéus et lui donna la royauté. Il institua aussi les Jeux olympiques, fonda l'hôtel de Pélops et édifia 6 hôtels consacrés aux 12 dieux. On voit toujours Pélops comme un personnage assez important dans la mythologie, puisqu'Héraclès lui-même lui consacre un hôtel. Et enfin, dans la troisième version que nous mentionnons, le deuxième Héraclès dont il est fait mention est un dactyle. Les dactyles, appelés parfois dactyles idéens, vivaient près des monts Ida, à la fois celui qui se situe près de Troie et celui qui se situe en Crète. Ce dernier d'ailleurs est le lieu où Zeus a grandi. Ces dactyles sont parfois appelés les curettes ou les courettes, bien qu'ils puissent être distingués les uns des autres. Laissons la parole au géographe Pausanias dans sa description de la Grèce. Les Éléens, qui veulent remonter à ce qu'il y a de plus ancien, disent au sujet des Jeux olympiques que Cronos fut le premier qui régna dans le ciel et que les hommes de ces temps-là, nommés la race d'or, lui érigèrent un temple à Olympie. Zeus étant venu au monde, Rhea le donna en garde aux dactyles, qui sont aussi connus sous le nom de curettes. Ils étaient venus du mont Ida de l'île de Crète, et on les nommait Héraclès, Péonéos, Épimède, Iassios et Idas. Héraclès, qui était l'aîné, proposa en s'amusant à ses frères de s'exercer à la course, en disant qu'il couronnerait le vainqueur avec une branche d'olivier sauvage. Il y avait en effet en cet endroit une si grande quantité de ces oliviers qu'on amassait leurs feuilles vertes pour se faire des lits. Les Éléens disent qu'Héraclès avait apporté cet arbre dans la Grèce, du pays des Hyperboréens qui est au-dessus du vent de Borée. L'honneur de la première institution des Jeux olympiques appartient donc à Héraclès Idéen, et ce fut lui qui leur donna ce nom. Il ordonna qu'on les célébrât tous les 5 ans, parce qu'ils étaient 5 frères. Il y en a qui disent que Zeus y lutta avec Cronos pour savoir à qui resterait l'empire du monde. Suivant d'autres, Zeus fit célébrer ces jeux après 6 victoires. Et parmi ceux qui furent couronnés, on nomme Apollon, qui vainquit Hermès à la course, et Arès au pugilat. C'est pour cela, dit-on, qu'on joue sur la flûte l'air pythique pendant l'exercice du saut qui fait partie du pentathlon. Cet air étant consacré à Apollon,
et ce dieu ayant remporté des victoires aux Jeux Olympiques. Nous avons fait le tour des mythes consacrés aux Jeux Olympiques et retenez donc les 3 grands personnages fondateurs de ces Jeux. Nous croiserons aussi d'autres personnages, souvent en moins grand nombre, au fil des parties suivantes. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.